arriver? Merci de votre soutien à tous. Donc bonjour à tous, merci beaucoup d'être venus si nombreux un dimanche matin. Voilà, la cour intérieure de chez Charlotte est presque pleine, donc voilà, bravo à tous. Donc nous accueillons aujourd'hui Claude Escarguel. Donc il faut savoir que Claude est là sur l'initiative d'Hubert Vialet qui nous dira deux petites phrases tout à l'heure. Donc je vous présente Claude qui au départ est biologiste, ancien interne et assistant des hôpitaux, et qui a créé des entreprises spécialisées en microbiologie, mais qui a été en fait un économiste praticien, puisqu'en fait il a mis en œuvre ce que certains apprennent dans les maîtrises d'économie sociale, ou ce que certains apprennent par rapport à tout le secteur des scopes. Et il l'a mis en œuvre puisque 49% des parts appartenaient systématiquement aux salariés de l'entreprise. Et il en a créé plusieurs comme ça. Je crois que tu en as créé 3, hein, c'est ça? Oui, avec une équipe. Avec toujours une équipe. Toujours la même équipe, oui. Voilà, toujours la même équipe. Et donc aujourd'hui, il continue son travail de diffusion de ce type d'organisation, puisqu'il a été aussi aux côtés des Fralib. Vous savez que les Fralib, donc on donc une multinationale, sont traités comme des Kleenex avec des délocalisations, qui a eu un combat donc très long, hein, qui dure maintenant depuis plusieurs mois, et qu'ils ont pu faire une étude de faisabilité de reprise de leur activité par les salariés avec l'aide des collectivités territoriales pour garder leur emploi, puisque leur activité est tout à fait viable, avec une proximité de clientèle, ne serait-ce que sur le territoire français, et en plus en abandonnant les terribles pratiques des multinationales qui consistent à économiser chaque centime et qui ont conduit cette entreprise à utiliser des bidons marqués danger pour remplacer les arômes naturels dans le thé, c'est-à-dire qu'avec des produits chimiques, on est encore dans les apprentis sorciers qui mettent n'importe quoi dans les rayons des supermarchés du moment que ça coûte le moins cher possible. Voilà. Qu'est-ce que tu souhaites que je rajoute pour te présenter? L'essentiel a été dit. Voilà. Je te remercie, Claude. Voilà. Je vous rappelle que pendant la conférence, un chapeau va circuler. Il y a une 60aine de bénévoles qui ont organisé ces 3 journées. Bien évidemment, ça coûte de l'argent, parce que nos invités, il fallait quand même à minima que nous puissions les défrayer de leurs frais de déplacement, même si nous les avons hébergés d'une manière tout à fait amicale. Et que donc nous avons besoin d'argent pour boucler le budget. Tout sera transparent au niveau du budget, tout est en ligne sur le site, hein, tout sera consultable, et tout ce qui restera sera utilisé pour les journées de l'année prochaine. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi, et merci surtout aux organisateurs de nous avoir permis de nous exprimer. Et effectivement, dans le cadre des journées d'économie, un patron de gauche, on pourrait dire Kesako, parce que c'est vraiment qu'est-ce qu'on peut attendre d'un patron de gauche. Alors j'ai un ancien patron à la fac qui me disait toujours ne recopie jamais ce qu'il y a écrit dans les livres, essaie d'avoir un œil critique et essaie de faire ton chemin. Donc si vous voulez, j'ai été amené dans ma vie, parce que comme le dit le film de Lelouch, ça n'arrive pas qu'aux autres. On peut être à gauche et un jour devenir patron d'une entreprise privée. Et par contre, on se retrouve un peu comme... c'est un peu trop préfet. On se retrouve un peu comme d'un chien dans un jeu de quilles, parce qu'on critique d'un côté les mécanismes, et d'autre côté, on se dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux aborder le problème? Alors, ça a été une longue réflexion qui est partie un peu de mon patrimoine génétique, puisque j'avais un père qui était résistant et qui, après la guerre, s'était occupé des squatters et avait créé à Marseille les Castors du Merlin et les Castors de la Rose, donc qui était un fervent adepte du partage. Et donc, si vous voulez, c'est cette notion de partage qui a toujours été, dans ma vie, un fil conducteur. Et ce partage, par contre, inversement, je m'étais aperçu que parfois, le partage pouvait être égalitaire, parfois il pouvait être équitable, et suivant les domaines que l'on avait,
la notion n'était pas la même. Vous prenez par exemple, je vais citer un exemple concernant le partage. Dès qu'il y a des courants politiques, par exemple, parce que le partage, ce n'est pas uniquement matériel, ça peut être aussi le partage du pouvoir. Et on s'aperçoit que l'individu, notamment dans les associations politiques ou dans tout ce qui est, dès qu'il y a une prise de pouvoir, ben, le pouvoir est un des domaines où le partage est le plus difficile aussi à faire. Et je pense que ce soit dans le domaine économique ou dans le domaine politique, les règles du partage sont difficiles à équilibrer et à trouver. Alors historiquement, il y avait des règles de partage qui ont été, qui datent de 200 ans. Hein. C'est les notions de coopérative, une voix, un homme, une action. Et effectivement, comme on le rappelait, ces notions-là, pour moi, étaient très intéressantes dans le cadre de reprise d'entreprise par les salariés, quand le créateur d'entreprise avait fait faillite, c'est-à-dire quand l'entrepreneur avait échoué. Je pense que la notion de coopérative intégrale est une voie très intéressante. Par contre, dans d'autres domaines aussi, dans le domaine de l'agriculture, quand on met en commun tous les moyens de production. Par contre, dans d'autres domaines, notamment le secteur privé, et là je vais faire une petite analyse globale pour resituer la présentation. Dans le secteur privé, d'autres réflexions peuvent être engagées. Alors, on est dans un monde aujourd'hui qui est assez où la libre entreprise est considérée comme une règle. C'est-à-dire qu'on est dans un système où on a la liberté d'entreprendre. Par exemple, ici, nous sommes dans un petit restaurant où la personne qui a voulu créer son restaurant a eu la liberté de le faire sans aucune, sans aucune règle autre que des règles de sécurité, des règles et l'accès à la propriété. Donc, ma réflexion a d'abord été sur la propriété privée. La propriété privée, est-ce que la propriété privée, comme vous tous, on se pose des questions. Hein, Proudhon était pour la propriété privée, mais à l'échelle humaine. Les collectivistes étaient contre la propriété privée. Moi, personnellement, j'étais plutôt dans la philosophie proudhonienne en disant que la propriété privée doit être conservée, mais à l'échelle humaine, c'est-à-dire qu'un individu ne devrait pas posséder plus d'un certain volume de propriété, chose qui aujourd'hui n'a aucune règle, puisque la propriété est extensible à l'infini, puisqu'on s'aperçoit, et de plus en plus, et quelles que soient les velléités de redistribution ou d'imposition, de fiscalité, on s'aperçoit que on admet cette propriété privée sans limite. Donc déjà, la première notion, la propriété privée, est-ce que, parce que j'étais donc biologiste, comme on l'a rappelé, j'étais biologiste dans la fonction publique pendant 30 ans, et donc j'étais temps plein, donc j'avais pas accès au secteur privé, puis après je suis passé temps partiel, donc j'ai eu accès au secteur privé. Donc il fallait admettre la propriété privée dans l'outil de production. C'est déjà philosophiquement, c'est déjà une démarche. Donc j'admettais cette notion-là. Ensuite, comme je venais du secteur public, je me suis posé une deuxième question. Qu'est-ce qui revient au secteur public et qu'est-ce qui revient au secteur privé? C'est déjà une question intéressante à se poser. Si on admet le secteur privé dans l'outil de production, quelle est la limite? Alors, j'essaie de replacer un peu dans le contexte. Pour moi, personnellement, ma philosophie a toujours été de dire tout ce qui fait partie des besoins fondamentaux pour les individus doit rester public et 100% public. Donc, c'était une règle, et c'est pour ça que je me suis toujours opposé personnellement à tout ce qui était privatisation, bien sûr, mais même ouverture de capital. Quand vous voyez qu'à une époque, la gauche prônait les ouvertures de capital de France Télécom, d'Air France, etc., en citant des exemples extraordinaires comme AES, enfin Airbus, en disant grâce à Airbus, on a pu avoir des ouvertures extraordinaires. Je me suis toujours opposé parce que la philosophie de répondre à un besoin fondamental n'est pas du tout la même philosophie que quelqu'un qui place son argent pour essayer de faire fructifier son argent. Donc à un moment donné, les voies divergent. Donc tout ça pour dire, on admet la propriété privée, on limite le secteur public, et quand je dis secteur public, besoins fondamentaux, ça veut dire notamment aussi, non seulement les besoins fondamentaux classiques, la sécurité, la santé, l'éducation, la justice, tout ça, mais aussi ça va jusqu'à des domaines comme les transports,
comme l'eau surtout, où on s'aperçoit aussi toutes les dérives aujourd'hui de la privatisation de ce bien public, alors que même les royautés elles-mêmes interdisaient la privatisation de l'eau. L'eau était accessible à tout le monde, même sous la monarchie. Donc, en dehors de ça, ce qui correspond, j'allais dire, à des besoins, peut-être pas... des besoins, j'allais dire, beaucoup plus secondaires, faire une chemise, faire un pantalon, construire, ouvrir un restaurant, tout ça, tout ce secteur-là, disons qu'on appelle parfois le secteur marchand, pouvait être régi soit par des entreprises privées, soit pour d'autres besoins, l'économie sociale et solidaire. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que l'économie sociale et solidaire prend de plus en plus de dimensions parce que l'économie classique n'est pas du tout solidaire, n'est pas du tout sociale. Il me semble personnellement que si on rendait l'économie classique, conventionnelle, beaucoup plus équitable, beaucoup plus solidaire, beaucoup plus sociale, il y aurait un peu moins besoin de cette structure compensatoire. Alors, ce n'est pas du tout une critique vis-à-vis de ceux qui vont dans l'économie sociale et solidaire, mais je pense que c'est un équilibre qui doit être respecté et qui aujourd'hui, il y a tellement de déséquilibre, tellement d'injustice dans le système économique conventionnel qu'on a ce besoin de compenser. Alors, concernant l'entreprise privée, je me suis dit, voilà, quelles sont les composantes d'une entreprise privée? Je suis amené à créer cette entreprise. Et quelles sont les composantes qui sont devant moi que je dois essayer de respecter? Alors, la première des composantes, quand quelqu'un crée, que ce soit un restaurant ici, que ce soit une entreprise de biotechnologie, ou que ce soit autre chose, la première des composantes, c'est le créateur. C'est celui qui a l'initiative au départ, qui a envie de faire quelque chose. Et ça, c'est une des composantes, je pense, à respecter. Et à mon avis, les systèmes qui ne les ont pas respecté, ces composantes, ont failli sur ce côté-là. Et je pense qu'il ne faut surtout pas étouffer le côté volonté d'entreprendre quand on réfléchit à l'économie au sens global du terme. Ensuite, la deuxième composante indispensable, et totalement indispensable, dans une entreprise, ce sont les salariés, c'est-à-dire vos collaborateurs. Alors, il y a deux types, à mon avis, de collaborateurs. Il y a ceux qui, au début, sont avec vous, qui vous accompagnent dans la création. Et ça, ce sont carrément des co-créateurs. Ce n'est même plus des salariés, ce sont des co-créateurs. Et ensuite, il y a ceux qui rejoignent l'entreprise une fois que l'entreprise est pérenne, roule, c'est-à-dire qu'on rentre dans la gestion et non plus dans la création. Et donc là, vous verrez que sur ce côté-là, ma philosophie vis-à-vis des stock options est d'interdire totalement les stock options, à l'exception des premiers co-créateurs, des premiers collaborateurs co-créateurs qui, eux, souvent sont là et, j'allais dire, sont à la peine avec vous parce qu'au début, quand quelqu'un crée quelque chose, il n'a pas les moyens souvent de rémunérer les collaborateurs au juste niveau auquel ils ont, parce que même lui ne se rémunère même pas pendant des années. Donc, dans la notion de stock option, c'était fait au départ par les Américains uniquement dans ce but-là, et ça a été dévié totalement, et aujourd'hui les stock options ne sont plus pour les gens qui créent des entreprises, au départ les co-créateurs, mais sont pour les dirigeants d'entreprise qui se gavent avec ces phénomènes-là. Donc, je pense qu'il ne faut pas tout rejeter dans cette notion, mais c'est de part importante. Ensuite, donc, ces gens-là, je me suis dit, c'est quand même la composante absolument indispensable. Parce que la troisième composante qui intervient, c'est la finance. Mais la finance, alors il y a Paul Orion, qui est un économiste, anthropologiste, qui a fait une très bonne étude là-dessus. Et la finance peut très bien être absente du mécanisme extérieur. On peut très bien faire abstraction d'un besoin de financement extérieur. C'est-à-dire si on autofinance son outil de travail, vous n'avez pas besoin de la finance extérieure. Donc il faut savoir que la finance est la troisième composante, mais c'est une composante pas forcément indispensable. Et aujourd'hui, c'est cette composante qui domine tout. Ce n'est pas la plus indispensable, mais elle domine tout. Donc c'est une composante dont on a toujours besoin. Les gens qui pensent qu'on peut se passer de la finance font une erreur. Alors bien sûr, elle peut être publique. Hein, je veux dire, c'est pas du tout. Quand je dis la finance, c'est pas du tout forcément les marchés privés. Ça peut être le financement public.
Et ça, il faut toujours considérer que dans la création, il y a toujours besoin de financement. Plus la technologie est pointue et plus on a besoin de financement. Donc, face à ces trois composantes, par la suite, après, je me suis aperçu qu'il y en avait une quatrième, c'est la collectivité. Parce que toute entreprise privée qui se crée dans un contexte. Et ce contexte, c'est le contexte de la collectivité. Et je crois que cette segmentation entre une entreprise, une grosse entreprise et la collectivité est une mauvaise chose. Donc vous verrez que dans les réflexions, je me suis dit que la composante qui représente la collectivité, c'est-à-dire des représentants, soit des usagers, soit des municipalités ou de la région ou du conseil régional général, pourrait avoir un droit de regard sur les entreprises privées d'une certaine dimension, parce que je pense que l'orientation et notamment participer au conseil d'administration. Vous savez comme moi que dans les hôpitaux, le maire de la commune participe régulièrement au conseil d'administration des hôpitaux. Donc je pense qu'au niveau de l'entreprise privée, cette quatrième composante est intéressante. Donc à partir de là, à partir de cette analyse-là, je me suis dit comment respecter les gens, comment essayer d'équilibrer, comment essayer de travailler avec cet équilibre. Alors, les premiers on voit, parce que dans toute expérience que l'on fait, on fait des erreurs. Et je pense que c'est à partir des erreurs que l'on fait qu'il faut rectifier le tir. Les premières expériences, comme tu l'as cité tout à l'heure, je me suis dit, tu es créateur d'une entreprise, c'est toi qui fais la locomotive, et donc tu peux garder la majorité des parts, tu vas garder 51% des parts, et tes salariés auront 49% des parts. Mais ma première erreur, ça a été, c'était il y a 25 ans, donc c'était en 85, voilà, c'est 85, 26 ans. Ça a été des parts individuelles. Alors ça, c'est le piège. Et je me suis aperçu que ce qu'on appelle la participation au capital des salariés est une erreur fondamentale. Pour la simple... Il y a plusieurs raisons. Il y a énormément de raisons. Si on veut faire participer les gens, c'est intéressant parce qu'ils sont présents au conseil d'administration. C'est intéressant parce qu'ils pèsent dans les décisions. Mais au point de vue philosophique, on rentre dans toutes les erreurs qui ont été faites même par la gauche, puisque je faisais partie, moi, à une époque, de la commission Fabius sur l'épargne salariale. J'ai eu à réfléchir là-dessus et je me suis battu pour que cette copropriété soit collective et non plus individuelle, parce que j'avais observé les failles de ce système-là. Et on arrive à faire, c'est le cas des salariés de France Télécom, des salariés qui prennent l'esprit spéculatif comme l'investisseur est spéculatif, et puis après ils peuvent avoir accédé par exemple à des parts individuelles, parce que là dans ces cas-là ils les achetaient, alors que vous verrez que moi dans mes propositions ce sont des copropriétés de droit et non pas des propriétés d'achat et de prise de risque personnel par les salariés. Ces règles du jeu de l'actionnariat individuel sont, à mon avis, à bannir. Alors, la réflexion par la suite a été de dire il faut que ces salariés soient représentés de façon collective au sein d'une entreprise. Et il y avait eu des exemples. Il y a eu des exemples dans les entreprises privées. C'était Essilor, qui est aujourd'hui leader mondial de l'optique, qui avait créé une coopérative de salariés à l'intérieur. C'est la greffe d'une coopérative qui ne peut pas peser moins de 30%, 33%, moins du tiers, puisque les salariés représentent une des trois composantes fondamentales de l'entreprise. Les salariés ne devraient pas peser moins du tiers du poids décisionnel et du partage des profits. Alors, est-ce normal que les salariés partagent les profits dans une entreprise? Moi, je trouve que c'est tout à fait normal, parce que le profit n'est pas forcément le facteur de motivation de tous les individus, mais il fait partie de, lorsque quelque chose réussit, c'est normal que les personnes en récupèrent une partie de leur investissement.
Par contre, que ce soit pour les actionnaires, les dirigeants d'entreprise, que ce soit pour les salariés, je pense qu'il y a des plafonnements à avoir. Et il faut après qu'il y ait une solidarité intersalariée. C'est-à-dire que, comme il y a une solidarité générale, vous avez des salariés, par exemple, d'entreprises comme, je veux dire, dans des domaines où les profits sont très importants, hein, qui, malgré, après, la redistribution, l'impôt, la fiscalité, risquent d'avoir des participations 10 fois ou 100 fois supérieures à un salarié qui travaille dans le petit garage du coin. Donc c'est pour ça que dans mes réflexions sur le partage des richesses, je pense qu'il faut imposer à toutes les entreprises privées cette notion de minima collectif participatif à 33% pour les salariés sous forme de copropriété collective, mais qu'en plus, il faut un plafond qui serait le plafond du salarié le plus bas, du salaire le plus bas de l'entreprise. C'est-à-dire que lorsqu'un salarié a un revenu annexe participatif dépasse le salaire le plus bas de l'entreprise, l'excès, c'est-à-dire ce qui dépasse, doit revenir à un fonds national de partage équitable des profits. Et c'est ce fonds national de partage équitable des profits qui doit rééquilibrer notamment tout ce qui est... c'était John Kenneth Galbraith, qui était donc prix Nobel d'économie, qui avait bien décrit cette dualité économique qui existe actuellement, où il y a d'un côté des grosses entreprises qui sont très rentables, et de l'autre côté des entreprises, et les grosses entreprises très rentables, elles, ne font pas partie du marché au sens concurrence du terme, puisqu'elles arrivent à se soustraire à la concurrence en s'arrangeant entre elles. Et de l'autre côté, il y a à peu près 50%, elles représentent 50% de l'économie. De l'autre côté, il y a à peu près 50% de l'économie de petites entreprises qui, elles, ne répondent pas aux mêmes lois d'efficacité, pas d'efficacité, mais de rentabilité économique ou de résultats obtenus. Donc, si vous voulez, cette économie duale qui existe aujourd'hui nous oblige à réfléchir à une répartition plus globale de ce partage des richesses, de ce partage des profits créés. Alors, cette notion de pensée, de réflexion microéconomique est, à mon avis, absolument complémentaire, mais on va y revenir après, à toutes les régulations macroéconomiques que l'on peut imaginer. Alors, comme régulation macroéconomique, il y a la fiscalité, il y a l'impôt. Alors, il est évident que l'impôt, aujourd'hui, est ressenti par les gens qui paient l'impôt. Vous le voyez tout le temps, on se bat pour que l'impôt soit, je veux dire, le plus équitable possible, le plus juste possible. Et il y a toujours ces mécanismes qui existent d'échappatoire à l'impôt, que ce soit les niches fiscales qui sont légales ou que ce soit d'autres, les paradis fiscaux qui sont aujourd'hui illégaux. Les gens arrivent à échapper à l'impôt. Donc c'est pour ça que le partage à la source dans les entreprises privées, à mon avis, représente une voie complémentaire et absolument nécessaire si l'on veut rééquilibrer le système. Alors, il ne faut pas oublier quand même, c'est pour ça que hier, dans la réflexion que j'avais avec Frédéric Lordon, il ne faut pas oublier que le néolibéralisme n'a pris naissance que dans le cadre d'une structure purement capitaliste. C'est-à-dire que c'est tout cet argent qui est soustrait aux salariés, qui produisent, qui travaillent, et parce que le propriétaire de l'outil de production a le droit d'avoir le monopole absolu des profits aujourd'hui, en dehors des quelques broutilles d'intéressement et de participation gaullienne, c'est parce que ces gens raflent toute la mise et parce que ce sont ces gens qui ont le monopole quasi total des décisions dans les conseils d'administration qui s'est créé, à mon avis, c'est le capitalisme fordien. Même s'il était régulé, Ford disait, il ne faut pas que le patron gagne plus de 20 fois les salariés, il faut que les salaires soient bien payés pour acheter mes voitures. Mais c'est quand même le capitalisme fordien, avec toutes ces règles du jeu injustes, qui ont généré le capitalisme financier qu'on a aujourd'hui. Parce que cette oligarchie financière
bon, en dehors des fonds de pension qui sont pas issus, eux, du domaine marchand, mais ce sont tout cet argent collecté par ces grosses boîtes sont placés dans les marchés, ce qu'on appelle les marchés financiers. C'est eux qui cherchent, qui ont tout dérégulé et qui sont à l'origine, à notre avis, de la crise actuelle. Donc, j'ai comme conviction que si on ne change pas à la base la structure de l'entreprise privée purement capitaliste telle qu'elle est aujourd'hui, on peut faire toutes les régulations que l'on veut, et ça les sociodémocrates les ont testés. Hein. Les sociodémocrates dans tous les pays d'Europe du Nord, que ce soit même les chez nous, Jospin, que ce soit Zapatero, que ce soit Blair, tout ça, ils ont tous essayé par l'impôt, par ci, par ça, mais les règles du jeu n'étant pas été changées à la base, à la source, l'oligarchie financière n'a pas du tout été touchée. Et dès qu'on a de l'argent, dès qu'on a des excès d'argent, on a un excès de pouvoir parce que malheureusement, on se paie des lobbies, on se paie tous les mécanismes qui permettent à ces gens qui ont le pouvoir de l'argent de modifier les règles, et de modifier les règles, même quelquefois la volonté au départ des politiques. Parce qu'il y a des contre-pouvoirs financiers énormes. On l'a vu là sur la Guyane, sur le code minier qui se crée. Donc, à mon avis, alors c'est peut-être, vous allez dire, c'est peut-être utopique, mais je ne le crois pas. Je crois que désarmer le capitalisme en lui prenant déjà le tiers des profits à la base constitue énormément une arme redoutable. En plus de ça, mettre un contre-pouvoir qui pèse 33% dans les entreprises systématiquement par le représentant des salariés dans les décisions est important. Et c'est d'autant plus important qu'on le sait, plus une entreprise grossit, plus le capital est partagé. Je ne sais pas si vous le savez, mais des types comme Tapi arrivaient à diriger des entreprises avec 12 ou 15% de part de capital. Parce que si vous avez 33% du capital non divisible et pérenne dans le temps, plus l'entreprise grossit, plus l'autre partie du capital risque de se fragmenter, mais les salariés représenteraient un poids décisionnel important. Qui plus est, si les créateurs ou investisseurs créateurs font faillite disons, sont à la limite de l'arrêt de la production, ça fait quand même une copropriété à 33% qui permet à la coopérative des salariés de passer de 33% à 51% plus facilement et légalement sans avoir toutes ces histoires de patrimoine, comme tu le reparlais tout à l'heure, sur Frali par exemple, la notion de patrimoine à laisser aux salariés. Autant les patrimoines des machines, ils voulaient bien le laisser, mais le patrimoine des brevets ou des marques, notamment Téléléphant, ils ne voulaient pas du tout laisser. Donc, cette notion de copropriété collective obligatoire à la source est très importante. Alors, il y a eu d'autres expériences, je vais vous citer. Ce sont les expériences qui ont eu lieu dans Le Monde et dans Libération, où les sociétés de rédacteurs ont créé leur copropriété aussi. Au départ, c'était un tiers. Hein. Et puis, plus le capital a augmenté, plus il y avait d'augmentation de capital, plus tiers fondé comme neige au soleil. Donc, il est bien évident que la règle du jeu, c'est qu'il faut que cette copropriété soit incompressible. Alors, il y a simplement quelques règles à modifier. Hein. Vous savez qu'aujourd'hui, par exemple, lorsque n'importe lequel d'entre vous investit dans une entreprise privée qui se crée, il y a une déduction fiscale de 25%. Même si c'est une entreprise privée capitaliste ou autre entreprise, quelle que soit l'entreprise, vous pouvez déduire 25% de la somme investie dans vos impôts. Il suffirait simplement de dire, lorsque une entreprise dit équitable, c'est pour ça que j'appelle ce mot équitable, où il y a un partage équitable des responsabilités et des profits. Lorsqu'une entreprise est équitable, qualifiée d'équitable, eh bien, au lieu de déduire 25%, on autorise à celui qui investit dans ce type ou dans une entreprise solidaire, hein, je veux dire, on lui permet de déduire 33%, et celui qui investit dans une entreprise purement capitaliste aujourd'hui, parce qu'on n'est pas encore, comme l'a dit Lordon hier soir, le grand soir n'est pas encore arrivé, donc il faut des petits après-midi encore pour essayer de faire évoluer les choses. Celui qui investit dans une entreprise purement capitaliste, il déduira que 10 ou 15%. Quoi. Alors, parce que cette notion-là aussi, c'est une notion, j'aimerais aussi vous souligner, qui est un piège de la gauche.
aider des entreprises pour créer des emplois. C'est bien beau ça, mais si on aide des entreprises pour créer des emplois précaires demain, des entreprises purement capitalistes qui vont appliquer les mêmes règles que les autres par la suite, on génère nous-mêmes on fait de l'autodestruction. Donc c'est pour ça que l'aide aux entreprises devrait être liée, à mon avis, à la finalité et à la façon dont marche cette entreprise, que ce soit dans son respect sur l'environnement ou que ce soit son respect du domaine social. Alors là, il y a comme j'ai dit, cette notion d'incompressibilité. Celui qui investit, s'il déduit 33%, il sait que déjà, il y a ces 33% qu'il cède donc, dans son investissement pour pas que la coopérative des salariés, pour qu'elle reste pérenne à 33%, il sait qu'il fait une opération blanche, quoi. D'un côté, il y a en part de capital, il y a 33% de moins, puisqu'il augmente le capital de l'entreprise, mais en déduction fiscale, donc il fait une opération blanche. Mais il ne fait pas qu'une opération blanche, parce que je me suis aperçu dans mon expérience, et ça c'est l'élément fondamental, que la notion de copropriété chez les gens avec qui vous travaillez est une notion fondamentale. Une notion fondamentale de bien-être au travail. On est sécurisé, on se sent... on sait que c'est la notion d'être chez soi. C'est un peu comme quelqu'un qui a son toit, qui est propriétaire de son toit, même si le toit est petit, même si le toit est fragile, mais il est propriétaire de son toit, il sait qu'il ne se fera pas mettre dehors. Contrairement au locataire qui sait que pour un jour ou un autre, suivant ce qui se passe, il y a une certaine insécurité. Et la sécurité au travail est, à mon avis, fondamentale, non seulement sur l'efficacité au travail, mais sur le stress, et sur la maladie au travail. Enfin, il y a eu beaucoup de sujets qui ont été étudiés là-dessus. Donc, cette notion d'efficacité des gens qui travaillent, j'allais dire, de potentiel créatif chez vos collaborateurs est fondamentale. Quand vous créez quelque chose, si vous êtes seul, moi jamais j'aurais pu, je le dis honnêtement, jamais j'avais envisagé d'abord de créer une société privée. C'est venu... Je vais un peu faire d'anecdotes là. C'est venu parce que j'étais à Paris dans un stage avec des leaders, ce qu'on appelle les leaders d'opinion dans les maladies infectieuses. Un jour, j'avais eu une idée devant un leader d'opinion. Je faisais ce stage et il y avait deux personnes. Il y avait donc un grand patron qui me dit mais non, c'est des conneries. Et il y avait l'adjointe de M. Montagnier, Madame Bonissol, qui est une dame charmante, qui me dit, Monsieur Escarga, vous savez, moi, j'ai jamais testé, mais pourquoi pas? Et donc, quand je suis revenu à l'hôpital, j'ai tellement pris la pigne, quand le mec m'a pris de haut, il m'a dit, mais non, c'est des conneries, ça... Et tout, j'ai dit, mais à l'hôpital, j'ai dit, vous allez voir, on va essayer de s'amuser, on va voir, ça marche, effectivement, ça a marché. Et donc, on a mis au point, comme ça, des produits qui étaient nettement meilleurs que ceux de Pasteur, qui étaient nettement meilleurs que ceux de Mérieux. Et donc, si vous voulez, et qui permettait de faire des diagnostics 48 heures avant les autres, et simplement par curiosité, donc, et que ce soit mes collaborateurs à l'hôpital, j'ai toujours eu la même philosophie dans les collaborateurs, qu'on soit dans la fonction publique ou dans le secteur privé. Je pense que vos collaborateurs, quand vous êtes chef de service ou quand vous êtes patron d'une boîte, vos collaborateurs, c'est quelque chose de fondamental parce qu'ils vous permettent de vous élever. Un de mes patrons, qui était un chirurgien, un urologue à Marseille, professeur Montfort, me disait, Claude, tu es la boule de ping-pong et les autres, c'est l'eau dans un vase clos, comme faisait remarquer Laurent hier. Il ne faut pas qu'il y ait un trou en bas. Le vase est clos, toi tu es la boule de ping-pong et tes collaborateurs, c'est l'eau. Ben, si tu fais monter tes collaborateurs en connaissance, en responsabilité, en initiative, tout ça, toi tu montes avec. Donc, si vous voulez, cette notion-là, et pour moi, a toujours été capitale, fondamentale. Et effectivement, qu'on soit dans le secteur public, qu'on soit dans le secteur privé, quand on a compris que le potentiel intellectuel, il est collectif, même s'il n'est pas forcément égalitaire, je veux dire, mais des fois, c'est une autre chose aussi, une petite anecdote que je vais vous raconter sur un brevet après fondamental qui a fait que là-dessus, on est devenu... ça a été... une réflexion de mes collaborateurs qui me disaient mais si on faisait ça plutôt que ça. Et comme il n'était pas biologiste, je lui ai dit mais non, mais j'ai fait le con, moi, j'ai fait comme le Parisien. Là. Mais par contre, dans la nuit, je me suis mis à réfléchir tout seul.
je me suis dit, mais pourquoi pas? Et après, on est revenu sur cette idée-là. Bon, ce n'était pas la même idée au départ, mais c'est ce qui m'a mis sur la voie. Et on est arrivé à sortir quelque chose. Une troisième anecdote aussi pour vous dire que toute l'équipe est utile, c'est un autre ami qui m'avait dit, Claude, on va essayer de mettre au point le vaccin de la leishmaniose chez les chiens. Et moi, je lui ai répondu, mais tu sais, attends, il y a 10 000 personnes qui travaillent sur le palu dans le monde entier. Le palu, c'est un peu comme la leishmaniose, c'est un parasite à plusieurs cycles, on ne s'en sortira jamais. Et puis, le rapport de force a été à ma défaveur, point de vue intellectuellement, et donc on est arrivé à travailler, ça a mis du temps, ça a mis 10 ans, mais on était, par exemple, c'est pas pour faire cocorico que je dis ça, hein, parce que ça, c'est tout un travail, mais pour illustrer qu'une petite équipe d'un trou du cul de la Provence, on peut trouver, être les leaders, trouver les premiers, le vaccin de la leishmaniose chez les chiens, qui est transportable chez les hommes après, parce que le candidat antigénique était le bon. Bon, c'est pas nous qui l'avions trouvé, c'était l'IRD de Montpellier avec qui on travaillait, mais il fallait y croire, il fallait avoir la volonté d'y croire. Et moi, j'étais défaitiste. C'est un peu comme hier, Lordon et Gérard qui disait, suivant les périodes, on est rose ou on est noir. Hein. Ben, là, j'étais défaitiste. Ben, c'est le travail d'équipe qui a fait tout avancer. Donc tout ça pour dire que ce potentiel intellectuel, créatif, il est dans toutes les têtes, il est dans tous les esprits, avec plus ou moins de vivacité, plus ou moins de facilité à s'exprimer, mais chacun à son niveau, the right man at the right place, comme disaient les Ricains, est utile. Et je crois qu'à partir de là, si on y croit, eh bien on peut avancer, on peut créer. Alors créer, il faut savoir que l'entrepreneur, au départ, et je vous donne mon expérience, ne crée pas forcément pour gagner de l'argent. Bien sûr, ça peut être une conséquence. Je veux dire, si vous faites quelque chose qui réussit, gagner de l'argent est une conséquence. Mais ce n'est pas forcément un objectif. Moi, je vous cite un exemple. Quand j'ai passé mes concours hospitaliers, mon père un jour m'a dit, mais, parce que j'étais toujours il m'a manqué toujours 3 sous. Mes premiers salaires hospitaliers n'étaient pas lourds. Et mon père me dit, pourquoi tu ne fais pas comme tes copains, tu ne vas pas dans le secteur privé et gagner 10 fois plus que toi? J'ai dit non, parce que ce que je fais me plaît. Mais donc le côté après de créer dans le privé n'était pas venu pour gagner de l'argent. D'abord, au départ, quand vous ne le savez jamais si ça va réussir ou pas. Hein. Mais il y a un côté chez l'entrepreneur, j'allais dire un peu aventurier, qu'il faut respecter. Et je crois qu'il ne faut pas le négliger. Et parfois, à gauche, et je dis parce que ça fait 35 ans que je me bats un peu dans ce secteur, pour dire il faut faire attention de ne pas l'annuler. Et un des petits reproches que je fais à la SCOP, 100% SCOP, c'est autant je dis qu'elle est très bien adaptée dans certains domaines, autant dans d'autres domaines, je pense que dans la répartition équitable, le créateur, celui qui fait la locomotive, à mon avis, perd en poids par rapport aux autres. Et je crois que tant qu'il réussit ce qu'il est en train de faire, je pense qu'il faut lui laisser la majorité décisionnelle. C'est mon opinion, elle n'est peut-être pas juste, hein, parce qu'on peut se tromper dans la vie, mais je pense que c'est un élément fondamental dans la réussite. Tant que quelqu'un réussit, même c'est un peu comme dans un parti politique, hein, tant que quelqu'un réussit, je pense qu'il faut, pas vitam aeternam, je veux dire, mais il faut le laisser, disons, tenir le manche dans une entreprise privée. Maintenant, il faut faire bien attention, comme dans toute entreprise. Et c'est pour ça que personnellement, nous souvent, j'étais pas un gestionnaire, je n'aimais pas la gestion. Et parce que la gestion, c'est plus de la routine, alors que la créativité, c'est autre chose. Et c'est vrai que j'ai échappé à un moment donné, j'ai voulu m'en sortir. Parce que le pouvoir, même dans une entreprise, même si quand je dis il faut garder le manche, il faut piloter toujours, ben, le pouvoir rend tous les hommes cons. Et personne n'y échappe, ni moi, ni les autres. Et c'est pour ça qu'il faut des rotations de responsabilités, qu'elles soient politiques ou qu'elles soient économiques aussi. Ou syndicales. Parce que je dis même, là, j'ai une critique que je fais aux syndicats qui tombent des fois dans le même piège que tout le monde. Donc, cette notion de nouvelles répartitions de rôles, alors certains l'appellent la gouvernance de l'entreprise, d'autres appellent la citoyenneté.
Je pense qu'il faut commencer à faire rentrer des règles de la République dans l'entreprise privée. Aujourd'hui, l'entreprise privée est une monarchie. Alors, je ne dis pas que ce que je propose, je ne dis pas que l'entreprise équitable telle que je propose est le domaine absolu. Oui, j'allais dire, oui, tu as peut-être raison. Il y a une théoriquement, un monarque respecte ses lois, et ça dépend des monarques. Mais effectivement, ça se rapproche plus d'une dictature. Mais comme disait quelqu'un que je connais bien, aujourd'hui, c'est une dictature sans statut de dictateur. C'est pour ça qu'elle est difficile à détruire. Quand vous avez une dictature avec la tête d'un dictateur, à un moment donné, il y a un déclenchement, on casse la statue. Mais là, elle n'a pas de statut. Hein. La finance, aujourd'hui, n'a pas de statut. C'est pour ça qu'à mon avis, il faut la désarmer à la base. Alors, qu'est-ce que ça peut transformer? Alors, on va réfléchir déjà un peu, parce que cette notion d'économie de partage, économie durable de partage, avec marché, parce que pour moi, le marché n'est pas supprimé totalement. Le marché, ce ne sont pas les marchés, parce qu'aujourd'hui, on dit les marchés, mais ce sont les marchés financiers, on appelle ça, tout ça. Mais le marché, pour moi, c'est les transactions, le commerce, les échanges. Le marché, ça a toujours été ça. Ça existe depuis la nuit des temps, le marché. C'est-à-dire, vous voulez acheter quelque chose ou échanger, ça a toujours existé. Donc, ce marché-là, cette liberté d'échanger doit être conservée. Elle doit avoir des règles. Elle doit être très régulée. Alors ça, on est bien d'accord. C'est-à-dire que le marché ne doit pas devenir un maître tel qu'il est aujourd'hui, mais il doit redevenir un valet, c'est-à-dire un outil que les hommes doivent gérer. Or, aujourd'hui, c'est le marché ou les marchés sont les maîtres de tout, puisque quand vous entendez les politiques parler aujourd'hui, ils vous disent que vont dire les marchés si on fait ça? Voilà, que vont faire les marchés? Et ils ne font pas certaines choses parce que les marchés vont réagir comme ça ou comme ça. Donc ça, il faut que le marché au sens global du terme soit régulé, soit encadré, je dis pourquoi économie durable? Parce qu'aussi, il faut qu'une entreprise non seulement respecte ses salariés, mais respecte aussi son environnement. Et là, il y a une proposition, vous verrez dans le livre, c'est que l'impôt sur les sociétés devrait aujourd'hui non seulement être proportionnel, comme ça risque d'être fait dans pas longtemps, à la dimension des entreprises, c'est-à-dire que les petites PME devraient payer peut-être 15% et les autres 30%, mais aussi proportionnel avec un bonus-malus en fonction de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Parce que tant que l'impôt sur les sociétés n'aura pas ce bonus-malus sur la responsabilité sociale et environnementale, tant que la responsabilité sociale et environnementale des entreprises sera ne seront pas confiscatoires sur les retenues financières, les gens feront du greenwashing, c'est-à-dire se débrouilleront par la communication, tout ça, à essayer de montrer qu'il faut s'occuper d'environnement, mais en réalité, il faut qu'il y ait des indicateurs carbone, des indicateurs qui sont connus aujourd'hui, les gens qui s'occupent de ça. Je vous en parlerai pas très longtemps parce que mais c'est codifié. Voilà, c'est déjà bien largement codifié. Donc là, je crois qu'il faut que c'est un élément fondamental. Et la gauche fait une erreur là, en ce moment, je vous le dis, et j'ai eu l'occasion de le dire plusieurs fois, c'est dire, l'impôt sur les sociétés, on va le diminuer pour ceux qui distribuent des actions on va le diminuer pour ceux qui réinvestissent dans l'outil de production. Bon, c'est bien, je veux dire, mais c'est vraiment léger comme modification, parce que celui qui investit dans l'outil de production, il investit chez qui? Chez les actionnaires. L'outil de production aujourd'hui, il n'appartient qu'aux actionnaires. Donc, tant que les salariés ne sont pas copropriétaires avec un minima collectivement dans une entreprise, si on renforce la fiscalité, si on diminue la fiscalité de ceux qui réinvestissent, et ils réinvestissent dans l'outil de production qui favorise encore les actionnaires, ceux qui ont l'argent et qui vont. Parce que beaucoup aujourd'hui de financiers s'intéressent beaucoup moins à la rentabilité aujourd'hui de l'entreprise qu'à la valorisation de l'actif. Parce qu'il y a deux façons de s'enrichir dans l'économie privée. C'est soit en se distribuant beaucoup de bénéfices, mais c'est toujours pareil, ça. Si vous tirez toujours sur la vache, vous tirez trop, après, vous ne reproduisez plus rien. Ou inversement, c'est valoriser l'actif.
Donc si on favorise ceux qui réinvestissent, bon, ça peut créer des emplois, mais là, faut-il encore quel emploi on crée? Moi, je veux bien par la création d'emplois à favoriser l'emploi, mais il faut que l'emploi, ce soit des emplois pérennes, il faut que l'emploi soit des emplois dignes, je veux dire, et non pas payés au SMIC ou pendant avec des carrières, des profils de carrière. Donc là, il y a une surveillance à faire. C'est pour ça que Gérard Filoche, qui est intervenu hier en tant qu'inspecteur du travail, je pense que c'est des domaines où justement il faut renforcer la surveillance des emplois créés quand on aide une entreprise privée, comme ça peut être le cas. Donc les sommes, qu'est-ce que ça peut représenter comme somme, ce partage des richesses? Eh bien, l'INSEE, quand notre petit, excusez-moi du terme, mais notre petit nain a sauté sur son bureau un jour en 2009 en disant « Je suis pour que dans une entreprise privée, il y ait, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y ait un tiers qui aille aux investisseurs, aux actionnaires, un tiers qui aille à l'investissement, hein, et un tiers qui aille aux salariés. » Il ne savait pas ce qu'il disait, parce que l'INSEE a fait le travail dessus. La valeur ajoutée des entreprises privées aujourd'hui, c'est 300 milliards. Et 300 milliards qui sont répartis entre le réinvestissement, les dividendes distribués aux actionnaires, l'actionnariat et la participation. 300 milliards, si vous prenez le tiers pour les salariés, en incluant la valorisation de l'actif. Hein, parce que donc, le patrimoine est évalué quand vous réinvestissez, vous avez du patrimoine qui est créé, ça représente 100 milliards. Or, aujourd'hui, il n'y a que 15 milliards qui sont distribués sous forme d'actionnariat ou d'intéressement, suivant les lois légales qui sont en vigueur. Donc, ça fait, quand vous raisonnez, ça fait 85 milliards qui échappent aujourd'hui aux 16 millions de salariés du secteur privé. 16 millions en incluant les temps pleins et les temps partiels, ou les temps très, très, très partiels. Donc, si on fait une division, c'est très simple, on arrive à 500 euros par salarié si on pondère les choses. C'est pour ça que quand certains évoquent le SMIC, le SMIC à 1700 euros, ou à 1500, 16 ou 1700 euros, ça dépend si on discute en brut ou en net, il n'y a rien d'utopique dedans. Il n'y a rien d'utopique. Alors, il y a une notion fondamentale qu'il faut faire mettre dans la tête des gens. Quand vous disent, oui, mais ils ne seront jamais d'accord pour créer, pour laisser progressivement. C'est pour ça que dans le petit livre, j'essaie de donner des règles pour accéder à cette copropriété obligatoire pour toutes les entreprises privées, d'abord en France et surtout à l'échelle européenne, que ce soit éventuellement une des caractéristiques de l'Europe. C'est à partir de l'Europe qu'il y a eu des expériences. Alors, quelle expérience il y a eu en Europe? Parce qu'on est les mieux, je pense, placés en Europe pour aller dans ces directions-là. Pourquoi on est les mieux placés? Parce que il y a eu différentes expériences en Europe. Tu peux me rappeler l'heure? On est bon. Il y a eu plusieurs expériences en Europe sur comment essayer de faire évoluer les choses. Il y a eu l'expérience allemande. Ça a été la cogestion. Ça, la cogestion a eu des parts bénéfiques dans les salariés qui participent au conseil d'administration. Mais c'est bien beau, ils participent au conseil d'administration, mais ils ne participent pas au partage des profits. C'est-à-dire qu'on leur dit, venez participer aux décisions emmerdantes, des fois, mais vous ne partagez pas les profits. Donc les gars, ils se disent, oh, ça va. La France, c'est le contraire. On a dit, on va vous créer quelques petites... D'abord, c'était des attrape-couillons, l'intéressement à la participation, suivant les boîtes, bien entendu. Hein, il était évident que celui qui est à Veolia ou à L'Oréal, il a des intéressements assez importants. Celui qui a une petite entreprise, il n'a rien. C'est pour ça que j'ai bien insisté tout à l'heure sur le Fonds national de partage équitable des profits qui doit être redistribué sur l'ensemble des entreprises nationales ou européennes. Et donc il y a l'expérience française qui est de participer au petit partage des profits, mais qui participe aux des décisions. Par exemple, on s'aperçoit qu'en France, vous avez des gens de droite. Alors, je ne sais pas s'ils avaient un peu fumé la moquette ou pas, comme Villepin, qui disent il faudrait qu'il y ait 33%, ou Bayrou, il faudrait qu'il y ait 33% des salariés de la conseil d'administration. Mais si ça pouvait exister, mais on serait les premiers d'accord. Et inversement, vous avez à gauche François Hollande qui dit oui, il faudrait tout faire pour qu'il y ait au moins un salarié. Alors, moi, je trouve qu'un salarié, croyez-moi, ça pèse rien du tout. Le pauvre, il aura droit à l'information.
ce qui est déjà pas mal, hein, parce qu'il y a beaucoup d'informations qui sont secrètes dans les conseils d'administration, mais il ne pèsera rien du tout. Donc, 85 milliards, pour moi, je trouve que dans la croissance, dans l'évolution des choses, c'est assez important, et dans la dignité du travail, parce qu'on a beau dire sur le travail, on va dire, oui, la compétitivité. Il faut baisser les salaires pour augmenter la compétitivité. Mais moi, je leur dis, mais espèce d'abrutis, faites le contraire. Payez bien les gens, et mieux vous paierez les gens, plus vous serez compétitif. Alors, cette notion de copropriété des salariés est un peu, des fois, critiquée par les syndicats. Les syndicats disent très souvent, nous, on veut des augmentations de salaire. Alors, il faut savoir que les augmentations de salaire, en fonction de la valeur ajoutée. Moi, je suis pour l'augmentation des salaires en fonction de la valeur ajoutée. Mais pour cela, il faudrait un salaire avec une partie variable qui s'ajuste. Parce que vous pouvez augmenter les salaires, mais vous ne pouvez pas diminuer les salaires. Donc, imaginons une entreprise, ça a été le cas un peu de ce que les Allemands ont appliqué quand ils ont essayé de répondre à la crise. Et eux, ils ont créé ça, ils ont appelé ça chômage partiel, ce qui revient au même, c'est un salaire avec une partie variable, hein, je veux dire. Mais le problème du salaire, une entreprise n'est pas quelque chose qui est comme un service public linéaire. Le service public, il est linéaire. C'est-à-dire que quelle que soit l'année qu'on a, si on a besoin d'argent pour mieux payer les gens, ben on fait appel à l'impôt, tout ça, et donc ils rentrent de l'argent et on les paye mieux. S'ils ne rentrent pas d'argent, on les paye moins. C'est le cas qui semble se produire en ce moment. Mais je veux dire, il ne peut pas y avoir de grosses variations de fluctuantes. Une entreprise privée, elle peut fluctuer, elle peut perdre un marché énorme. C'est le cas de ce qui se passe à Peugeot actuellement, etc. Alors là-dessus, vous verrez une autre proposition qui est intéressante et que je me demande pourquoi la gauche n'y a jamais pensé. C'est pas interdire les licenciements économiques. Moi, je ne suis pas contre l'interdiction, je suis pas pour la généralisation de l'interdiction du licenciement économique. Je pense que les licenciements économiques doivent être l'étape ultime de ce qu'on doit faire dans une entreprise quand ça va mal. L'étape ultime, un peu comme étape ultime après le licenciement économique, c'est la fermeture, c'est l'échec. Parce qu'il faut savoir que dans le secteur marchand, il y a des réussites, il y a des échecs aussi. Et ça, l'échec, on ne peut pas se prémunir de l'échec, il n'y a aucune assurance sur l'échec. Par contre, ce que je trouve totalement ignoble, c'est qu'aujourd'hui, il y a des entreprises qui licencient et qui distribuent des bénéfices dans le même temps. Alors ça, il y a une simple règle, c'est que lorsqu'une entreprise est en un état de redressement judiciaire, les actionnaires qui ont mis de l'argent en compte courant, dans une entreprise, il existe ce qu'on appelle un compte courant, c'est-à-dire que vous mettez de l'argent, mais l'entreprise doit vous le rendre. Cet argent, quand vous êtes en redressement judiciaire, il est bloqué. Vous n'avez pas le droit de le reprendre. Moi, je trouve qu'un actionnaire d'une entreprise qui licencie sur le plan économique ne devrait pas avoir le droit de toucher des bénéfices. À la limite, si bénéfice il y a, d'abord c'est totalement immoral de licencier des gens alors qu'il y a des bénéfices, hein, il devrait au moins être bloqué, au moins être gelé. Et vous verrez que si les actionnaires ont des bénéfices gelés, ils vont commencer à se tortiller les neurones pour essayer de trouver une autre solution que le licenciement. Ils vont se dire, merde, si je licencie, donc c'est pour ça qu'ils vont essayer, il y a des tas d'autres solutions que le licenciement économique. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer, ne serait-ce que diminuer la distribution des bénéfices déjà. Vous licenciez pas, vous diminuez, et puis même si une année il n'y a aucune distribution de bénéfices, eh bien tant pis pour ceux qui ont joué là-dedans. Hein. Voilà, donc ça c'est une notion importante, l'interdiction de distribution des bénéfices. On considère qu'une entreprise qui licencie est dans une situation pré-redressement judiciaire. C'est un pré-échec, donc c'est pas... Voilà, mesure conservatoire, donc c'est pas aux salariés d'être la variable d'ajustement non seulement de cette difficulté, mais parfois aussi, c'est plus des difficultés, parfois c'est même des licenciements boursiers, c'est-à-dire c'est pour faire valoriser l'entreprise. Donc à ce niveau-là, je pense que là, il faut être catégorique, il faut être très très ferme vis-à-vis de ces remèdes-là. Donc, vous voyez que cette notion de partage de responsabilité, alors je dis de partage partiel, hein, ce n'est pas un partage total,
C'est pour ça que ce n'est pas la coopérative absolue. Mais maintenant, il y a des coopératives qui vont à 51%. Hein, c'est une autre division. C'est pas la coopérative, la SCOP, mais c'est un autre nom qui est. Hein, voilà, les CIC. Et là, je pense que ce sont des voies à explorer, ce sont des voies à favoriser, donc favoriser par la défiscalisation des gens qui investissent dans ces voies-là, à favoriser sur le plan légal aussi. Et au niveau des règles du jeu, bien entendu, vous verrez qu'il y a des philosophies, c'est qu'un dirigeant d'entreprise ne devrait jamais gagner plus de 20 fois, moi je dis 20 fois, le salaire de base des individus. Je trouve que c'est une indécence. Je pense que rentrer dans l'indécence, on est dans un monde aujourd'hui indécent. Et l'indécence aux États-Unis est parfois punie légalement. Je veux dire, et je pense qu'on devrait en France aussi prendre cette notion américaine du pénal de l'indécence. Un peu comme le harcèlement commence à devenir un peu quelque chose de répréhensible. Je pense que l'indécence et l'indécence financière devraient être répréhensibles à mon avis. Et plus moralement, commencer par le moral, c'est-à-dire le name and shame. Les Américains disent on va le montrer du doigt et on lui fait honte. Moi je pense que si on commençait à faire honte à des dirigeants d'entreprise, parce que le gâteau dans lequel on vit, que ce soit la nature, je considère le gâteau, excusez-moi du terme, la nature n'est pas un gâteau, mais la nature dans laquelle on vit n'est pas extensible et la richesse que l'on crée n'est pas extensible non plus. Donc si on ne la partage pas, s'il y en a qui prennent les 3/4 du gâteau, eh bien, ça fait qu'il y en a, que ce soit à l'intérieur d'un pays comme le nôtre, que ce soit à l'intérieur de l'Europe ou que ce soit dans le monde entier avec les pays pauvres et les pays riches, donc si on prend trop de gâteaux, on impose automatiquement à des gens de mourir de faim ou à des gens de vivre de façon indigne. Donc ça, le name and shame est fondamental. Ensuite, il y a cette notion de compétitivité. Je pense que le partage de l'entreprise, le partage des décisions, le partage des responsabilités, le partage des profits est la meilleure façon de rendre l'Europe compétitive. Ce n'est pas en s'ajustant, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur les tarifs des Chinois ou qui ont besoin aussi de travailler, qui ont besoin de produire. Mais je pense qu'en plus de ça, les entreprises européennes ou françaises qui pourraient travailler à l'étranger, il n'y a pas de raison qu'une entreprise n'aille pas prendre un marché à l'étranger si elle a accès, si par exemple on fait appel au mieux-disant social et environnemental. Et si les entreprises françaises sont bien passées sur le mieux-disant social et environnemental, elles peuvent prendre un marché à l'étranger. Mais si à l'étranger, on applique le tiers participatif, ben on est sûr que les gens du pays, les Africains qui travaillent, les Maghrébins qui travaillent ou les Hindous qui travaillent pour l'entreprise française ou européenne auront les 33% des profits qui resteront chez eux. Alors qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui reste chez les gens. On les pille, on fait du néocolonialisme économique. Hein, je veux dire, c'est donc, cette notion-là a aussi une importance au niveau de l'induction que peut avoir l'économie dans les pays étrangers. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut le rendre obligatoire. Moi, je dis qu'il faut se donner 20 ans. Il faut dire, dans 20 ans, aucune entreprise n'aura le droit d'appliquer les règles capitalistes. Parce que pour moi, comme l'a analysé Marx, c'est pas moi, hein, je veux dire, Marx a bien dit, capitalisme c'est quoi? C'est le détournement des profits et le monopole de l'outil de production, c'est la propriété privée de ces individus d'outils de production. Et à mon avis, toute la cascade, tout ce qu'on vit actuellement n'est que la conséquence de ça. Et ça fait 100 ans que nous, à gauche, on n'a pas été capable de trouver une alternative. Alors je ne dis pas que celle-là, c'est l'alternative sublime, etc. Mais j'en ai un peu marre d'entendre tous les gens de gauche dire « Ah, mais vous savez,